quête de sens. Une émission produite par Radio Notre-Dame et diffusée également par RCF. Marie-Ange de Montesquieu. Ne pas supporter de partir au boulot le matin avec de la vaisselle dans l'évier. Ne pas supporter que sa maison ne soit pas impeccable chaque jour, sans parler de la parure vestimentaire de vos petits marmots, qu'ils soient en crèche ou en terminale. Alors voilà, si pour vous comme pour moi, impossible d'échouer dans la réalisation des crêpes du dimanche soir, impossible de rendre un dossier le lundi matin absolument impeccable, impossible de laisser les enfants ne pas être propres ou bien habillés tous les jours, même le week-end. Comment se libérer du perfectionnisme? Réponse, je l'espère, au cours de cette émission, au terme de ces 52 minutes d'enquête de sens avec mes 3 invités qui sont pour commencer Zélie Willem. Bonjour Zélie. Bonjour. Ravi de vous recevoir. Parlez bien dans votre micro. Vous êtes coach en développement personnel. Vous vous y connaissez en perfectionnisme? Vous êtes une perfectionniste ou pas? On peut le dire que je a ne tous pense un peu pas. de perfectionnisme. Je pense que je suis parfaitement imparfaite. C'est ce qui me définit le mieux. Mais par contre, j'ai beaucoup de clients perfectionnistes qui viennent me voir. D'accord. Donc on Eh peut bien en écoutez, parler. en connaissance de cause. Nous sommes également en ligne avec Diana Paola. Bonjour Diana. Bonjour, Ravi Marie-Ange. de vous entendre. Dommage que vous ne soyez pas là. Évidemment, on regrette comme chaque jour. Voilà, on ne peut que vous imaginer et vous entendre. Heureusement, vous qui êtes experte internationale en stratégie de leadership, spécialiste de la prise de parole en public en performance dans le management d'équipe, vous avez fondé la méthode Be-Buy, inspirée des recherches de la Harvard Business Review pour accompagner vos clients à maximiser leurs compétences face à leurs objectifs professionnels, tout en étant, j'espère, imparfait et à l'accepter. En tout cas, vous avez écrit cet ouvrage assez amusant dans le titre, Le syndrome du bon élève. Et oui, peut-être les 3/4, la moitié, le quart, je ne sais pas combien sommes-nous. Alors moi, je pense que je suis devenue comme ça, mais je n'étais pas du tout enfant, avec le syndrome du bon élève. Mais en tout cas, je pense que les auditeurs, les auditrices chouchous se reconnaîtront certainement en partie. 52 outils que vous proposez pour se libérer du perfectionnisme et du besoin de reconnaissance au quotidien chez Diathéno. Merci d'être en ligne avec nous, Diana Paola. Et enfin, nous sommes en ligne avec Anne Baison. Bonjour Anne. Bonjour. Bienvenue Anne, vous êtes écrivaine, autrice de cet ouvrage, Le Petit Dernier, le club des parents presque au bout du rouleau. Et effectivement, le perfectionnisme peut jouer un rôle. Anne, pour commencer, je me permets de vous poser la question, mais c'est vrai que quand on se dit au bout du rouleau, peut-être qu'il y a une affaire de perfectionnisme là-dedans, ou de mauvaise gestion de son perfectionnisme, ou de mauvaise gestion de la réalité surtout, d'acceptation, d'accueil de la réalité telle qu'elle est, Anne. Oui, c'est totalement ça. Oui, moi, le perfectionnisme, alors bon, c'est un roman que j'ai écrit, mais forcément basé beaucoup sur ma réalité et celle de personnes qui m'entourent. Et effectivement, alors moi, j'ai toujours été perfectionniste, contrairement à ce que vous disiez dans l'introduction, que vous êtes devenue avec le syndrome de la bonne élève. Moi, je l'ai toujours eu. Voilà. Depuis toute petite, j'ai toujours eu ce syndrome de la bonne élève. Et donc, je voulais être bonne élève à l'école, après l'étudiante parfaite. Et puis, quand je suis devenue maman, ça a rajouté une couche supplémentaire de pression que je me suis mise. Donc, tout ce que vous avez décrit là en introduction, de ne pas laisser partir les enfants s'ils sont un peu sales, d'avoir une maison impeccable, rangée au cordeau, voilà, pas de vaisselle sale. Tout ça, en fait, je me suis mis cette pression, en fait. Et effectivement, avec du recul, on se rend compte que c'est une pression qui est toxique pour sa santé mentale, qui est toxique aussi pour les gens qui nous entourent. Je pense que ça, on en reparlera, parce que c'est une manière de se défaire de ce perfectionnisme. Et puis c'est ce qui m'a valu de faire un bon petit burn-out en 2019. Et voilà, je pense que ça, c'est vraiment mon perfectionnisme qui m'a coûté la santé, parce qu'un burn-out, c'est jamais anodin, et qui, je pense, aurait pu me coûter encore plus cher. C'est un mal d'aujourd'hui, Diana Paola. Ce que nous raconte là, ce que décrit Anne Baison, ce que nous décrivons depuis le début, c'est ça. C'est bien de notre temps, cette espèce d'obsession que tout soit nickel, sous contrôle, etc. Alors j'ai envie de dire, Marie-Ange, que être bonne élève, en réalité, c'est bien et ça fait plaisir. L'enjeu, c'est le syndrome. C'est quand on y accole bon élève et syndrome. Syndrome, c'est pas une maladie, c'est pas une pathologie, donc il n'y a pas de traitement. D'accord. Le seul traitement, c'est celui qu'on se met à nous-mêmes. Et puis, puisqu'on parle vraiment du perfectionnisme, et j'adore votre émission, et happy birthday, parce qu'on est encore dans le... Mais comme vous êtes sympas, les amis, vous êtes la deuxième. Mais écoutez, vous êtes adorables les unes les autres. Merci beaucoup. J'accueille.
que je voudrais dire, c'est que le perfectionnisme au XVIIIe siècle, c'était une harmonie, un idéal. Au XIXe, c'était une discipline, une rigueur, un Ouais, progrès. Au intéressant. XXe siècle, on était dans l'excellence, auquel on ajoutait quand même l'autodestruction et l'anxiété. Et au Hmm. XXIe siècle, le syndrome du bon élève devient une compétition vers la réussite qu'on s'impose à soi-même. Et puis, on s'y met une pression. Et Ouais, c'est cette pression qui devient destructrice et qui peut jusqu'à entraver notre vie. Et Anne le dit avec beaucoup d'authenticité ouais. sur son burn-out. Et après avoir accompagné 1052 femmes et 709 hommes, c'est là où je me dis qu'il y a des dégâts. Ouais, Alors, vous parliez de 52 minutes dans votre émission, quelle belle synchronicité, parce que je en développe effet. 52 outils Ouais. pour pallier et pour guérir, parce que c'est pas une pathologie, mais c'est un syndrome. C'est intéressant ce que vous venez d'évoquer sur l'histoire de la perfection d'une certaine façon, parce que en fait, la perfection n'est pas un mal en soi. Dans notre foi chrétienne, il faut viser la perfection, la sainteté, mais c'est pas l'atteindre à tout prix. C'est-à-dire chercher à être meilleur. Et là, on rentre directement en ce début d'émission, finalement dans la nuance. Là, je m'adresse à vous, Zélie, puisque c'est pas un mal en soi de viser la perfection. On Alors, est bien d'accord, hein. non, tout à fait. En La fait, preuve. je pense que c'est vraiment une question de nuance Ouais. entre le perfectionnisme, le fait de performer ou d'être meilleur, ou la persévérance, ou le goût de l'effort. C'est-à-dire que la vie, elle est faite de hauts et de bas. Le perfectionniste, il ne veut que des hauts, tout le temps. D'accord. Et je dirais que c'est une question de temporalité aussi, c'est de ne pas vouloir du tout les bas qui vont avec les hauts. Et voilà, donc je dirais que c'est ce qui... Ne pas l'accepter. Alors dommage qu'on n'ait pas de psychanalyste, mais on a presque ça. On a Diana Paola avec nous, ainsi qu'Anne Baison. Diana, vous êtes d'accord ou pas? Est-ce que voilà, entre viser et être mal, de ne pas supporter qu'il y ait des downs, de supporter que les ups. Et évidemment que je suis d'accord avec ce Ouais. que dit Zélie. Après, c'est comment oser décevoir pour se respecter soi-même. Je pense que le perfectionnisme, c'est une lutte contre soi-même. C'est-à-dire, Parce expliquez-vous. que quand Anne dit, oui, mais quand on a le syndrome du bon élève, on finit aussi par stresser les autres, par oppresser si on pousse l'extrême. Mais avant de stresser les autres, on a une exigence envers soi-même et c'est là où elle est néfaste. Parce que comment reconnaître les moments où on est trop conformiste aux règles pour se libérer? J'ai envie de dire que l'inverse du bon élève n'est pas le mauvais élève. En tout cas, je l'explique dans le livre, vraiment, entre cerveau droit et cerveau gauche, très ludiquement, très pratique, parce que je ne suis pas un auteur, je suis un expert dans mon domaine. C'est un bon élève, l'inverse si on veut, ou en tout cas celui qui pourrait arriver à, c'est l'élève confiant. Celui qui ose dire oui et ose dire non. Ouais. Celui qui parle avec assertivité. Mhm. Celui qui transforme ce cercle vicieux de tout le beau descriptif que vous avez fait en cercle vertueux. Et puis, comment réussir autrement? Comment écouter nos désirs profonds plutôt que de répondre à une norme imposée? C'est-à-dire qu'au Comment arrêter départ, de fuir nos émotions? ce que vous voulez dire, c'est que quand on est quand on a le syndrome de la bonne élève ou du bon élève, on dit souvent que c'est surtout au féminin, souvent, hein, le syndrome de la bonne élève, bon, qui est la bonne fille, quoi, hein, qui veut plaire à papa et maman, c'est un peu ça. On le fait par peur de ne pas plaire, en fait. Au début, ça commence comme ça, c'est bien ça. Je demanderai ensuite à mes deux autres invités, Diana, Paola, c'est ça, au départ? C'est la peur de déplaire, mais surtout, si on est positif, c'est le besoin d'être aimé, le besoin d'exister, et on attend la congratulation. Ouais. Et tant qu'on ne l'a pas, on en fait encore et encore. Et c'est pas bon alors, parce que vous avez l'air de dire que c'est... Si ça nous correspond et qu'on vit avec et qu'on se sent libre dans nos choix, libre de pouvoir dire oui ou non, c'est OK. Ouais. On peut être une bonne élève. Mmh. Le syndrome, c'est quand ça devient un autostress, quand on est mécontent sur une augmentation de salaire, parce qu'on l'attend, on ne l'a pas, quand on attend un remerciement, après tout ce que l'on a fait, je dis souvent, puisqu'on parle dans le concret, j'ai tout fait. Non mais j'ai tout fait pour les enfants, j'ai tout fait pour mon employeur, c'est vrai qu'on j'ai l'entend. tout fait pour mon mari, et pourtant. Mais si on met une apostrophe à j'ai tout fait, J apostrophe, E-T-O-U, et la suite.
c'est qu'on finit par s'auto-étouffer. Donc là, c'est pas bon. Ouais. Pardonnez-moi de vous poser la question un peu intrusive, Anne Beson, mais vous vous retrouvez dans ce descriptif ou pas? Moi, je suis désolée. Les filles, aujourd'hui, je suis pas des vôtres. J'étais pas une bonne élève, donc je peux pas dire. Je m'attendais à la transition. Je suis prête. Oui, non, mais totalement. Je suis totalement d'accord et avec beaucoup. J'ai fait beaucoup d'introspection, voilà, pour comprendre d'où venait ce perfectionnisme. Et effectivement, je pense que ça, c'est vraiment quelque chose d'important que j'ai compris, c'est que ça vient vraiment d'un faible niveau de moi-même, voilà. Et donc c'est toujours cette recherche en fait de validation extérieure, et il y a cette attente en fait, oui c'est ça, d'être approuvé par, alors après par des figures d'autorité, par etc. Mais il y a vraiment cette notion là effectivement. Ça vous a fait souffrir? Ça vous a fait souffrir enfant? Vous vous revoyez là? Oui. Alors enfant, même après, vous voyez, après quand je parle des mamans presque au bout du rouleau, alors ça peut toucher les parents, les pères aussi. C'est vrai que tout à l'heure on a parlé des femmes, on reviendra peut-être sur ça, mais en tout cas oui, il y a une grosse souffrance derrière, puisqu'en fait on remplit. En fait, moi je prends toujours l'image, on remplit un panier percé. D'accord. Donc on le remplit, mais en fait, il n'y a rien qui reste. Il n'y a jamais de satisfaction, en fait. Il reste ou très peu. Et donc, c'est une quête, en fait, permanente. Mais tout à l'heure, Diana expliquait le processus, en fait, et de dire qu'au XXIe siècle, il y a cette pression d'autant plus forte, je trouve, à devenir, effectivement, à chercher cette perfection. Ouais. Mais c'est vrai qu'il y a on voit, de toute façon, on est basé sur une société comme ça, où on est une société basée sur la croissance en permanence, et même en ce qui est personnel, puisque le développement personnel, c'est toujours, très souvent, ce message de devenir la meilleure version de soi-même. Donc il y a quand même une société qui nous pousse à toujours vouloir être meilleur, jusqu'au point où parfois on se perd. Zélie, vous disiez vous nous disiez même au début de l'émission que vous receviez énormément de souffrances de personnes qui souffraient de ce perfectionnisme. Et vous... Oui, tout à fait. Alors moi, je reçois aussi beaucoup de managers et dirigeants hommes. Je dirais que ça serait plus sur la sphère professionnelle où ça va se jouer. Là où chez les femmes aussi, alors il y a aussi aujourd'hui toutes ces injonctions de je dois, il y a qu'à, dans la famille, avec ses enfants, au travail. Et c'est vrai qu'on peut voir ça comme un signe de dévouement, d'ambition. Et que dans notre société, parfois, il peut être mis en avant, ce perfectionnisme. D'ailleurs, il y en a qui le vendent comme une qualité au moment du recrutement. Et puis après, ils s'en défendent en disant que justement, c'est aussi un défaut, mais parce qu'ils en souffrent, mais plutôt à l'intérieur, finalement. Parce que de ce qui va être visible, c'est plutôt appréciable, je dirais, pour l'entreprise. Et vous savez, j'ai l'impression qu'on est... En fait, c'est drôle, on est pris au piège. Moi, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, avec la force, la puissance, le pouvoir des réseaux sociaux et des injonctions sociétales qui traînent partout, dans tous les domaines et les aspects de notre vie, je vois bien tous les jours dans Quête de sens, en réfléchissant à tous ces sujets-là du quotidien. Au fond, j'ai l'impression que nous sommes toutes, surtout, et tous peut-être, pris au piège de, à la fois, on sait très bien, on sait au fond de nous qu'on doit être authentique, maintenant, il faut être OK avec ses défauts, ses émotions, etc., les accepter, accueillir l'imperfection des autres, etc., et à commencer par soi-même. Et en même temps, on a l'impression qu'on nous attend au tournant. Donc, on attend de nous les maîtresses à l'école, nos boss au travail, etc., enfin, nos amis attendent, comme s'ils attendaient de la perfection, mais qu'au fond c'était pas tout à fait ça, mais qu'on s'imagine, c'est comme un complot général où on est non mais de toute façon il faut quand même être parfait, quoi. Il faut de toute façon être parfait, voilà. Alors qu'au fond nous on sait que ça nous fait du mal. La visibilité, on est dans le paraître, donc quand on est dans le paraître, on n'est pas forcément dans l'être. Et puis je dirais que l'authenticité, on l'accepte énormément des autres, mais alors après de là à se mettre à nu, il y a toujours qu'est-ce qu'on va penser de moi, parce que derrière ça il y a vraiment la peur du jugement, ça a vraiment un rapport avec l'estime de soi. Le problème, c'est que le perfectionniste, en fait, il va s'identifier à ce qu'il va faire et à sa capacité à atteindre ses objectifs qui vont être surélevés. Donc c'est je suis ce que je fais.
je suis pas ce que je Ouais. suis pendant ce temps-là, parce que je m'identifie à ce que je vais faire. Et comme en plus, c'est en face d'objectifs qui sont voilà, parfois irréalistes, Surdimensionné, ouais. finalement, je dis souvent à mes clients qui sont dans le perfectionnisme, vous savez, je leur demande de se mettre une note de 0 à 10 sur ce qu'ils ont pu faire. Ouais. Et souvent, ils me disent, bon, bah, c'est 5. Je lui dis, alors un 5 chez vous, ça vaut un 7 ou un 8. Vous pouvez vous rajouter 2-3 points. Donc, J'adore. voilà, ils C'est rigolent. excellent. Voilà, vous gagnez 53 3 outils. points. Allez hop, elle vous vole un outil, notre amie Diana, Paola. Mais la première chose à faire, c'est ça, c'est à évaluer le côté réaliste, si je peux, enfin j'en sais rien, mais le côté bien plus objectif hein, de la valeur que l'on donne à ses propres actions, à ses attitudes. Je ne sais pas, Diana, comment est-ce qu'on fait au départ pour évaluer sa Alors, dose de perfectionnisme? Je partage toujours tout à fait le point sur la sémantique. Souvent, un bon élève fera des injonctions de il faut, tu dois, c'est important, vite, vite, vite. Donc Ouais. déjà, point 1, Vite, vite, vite. supprimez ça de son vocabulaire. Et vous Ouais. allez voir que c'est dur de transformer ces phrases. Parce qu'en général, ils nous conjuguent le verbe falloir au conditionnel et ils pensent qu'ils ont utilisé un autre verbe. En réalité, il faut commencer par ça. D'accord. D'ailleurs, moi aussi, je dis il faut commencer par ça. C'est Mm. indispensable de commencer par ça. Le point 2, c'est que c'est vrai que dans les workshops que j'organise, je n'ai pas voulu genrer ce syndrome du bon élève. Je m'aperçois que dans le monde professionnel ou personnel, les femmes disent « Ah, c'est tout moi ». Ouais. Et la même chose, les hommes disent « C'est pas du tout moi, j'ai été un mauvais élève ». Mais quand on prend par exemple les marathoniens ou les marathoniennes, qui ont des défis personnels, qui ont un chrono, qui ont une alimentation, qui ont un sommeil, souvent ils se mettent dans le syndrome du bon élève, dans ce défi personnel Ouais. qui permet de mettre à l'épreuve ses compétences ou ses limites. Ouais. Alors, comment on fait différemment ? On parle d'authenticité, on parle de culpabilité, on parle d'estime, de regard, des réseaux sociaux. Tout ça n'arrange pas, mais c'est comment on fait différemment et du coup, comment on identifie ses propres limites, Mhm. parce qu'il y a des chutes sur les marathons et les hommes le disent. Comment communiquer plus clairement ses limites avec la forme, le body language, mais aussi s'autoriser à partager ses pauses, à couper son téléphone. Qui aujourd'hui coupe son téléphone ? On dit souvent non mais c'est important, j'ai pas le choix. Voilà ce que j'entends quand je fais mon workshop. Je fais des workshops justement maintenant de 5 personnes pour qu'il y ait un partage d'émotions et je partage la note qui était évoquée par Zélie. Ils sont très durs avec eux-mêmes. Ouais. Et le dernier point pour redonner la parole, c'est aussi les qualités. Qui sait se présenter en qualité en affirmant clairement ces 3 qualités, ces 3 expertises dans le monde professionnel, ces 3 succès C'est juste. de manière claire. Je parle souvent de l'elevator pitch, vous savez, le pitch de l'ascenseur où en quelques secondes, on peut se situer. Ouais. Vous êtes une pro, Marie-Ange, vous savez synthétiser, valoriser vos intervenants. Mais on a du mal à voir nos qualités. Hein. Vous dites ça, mais en même temps, vous voyez, je vois tous mes défauts en même temps que vous me parlez. C'est horrible. Et c'est pour ça que la méthode d'Harvard joue, parce que les anglo-saxons ont déjà une autre méthode. On valorise les qualités, on encourage vraiment. En France, on encourage et on rajoute le « mais ». Absolument. De très bonnes notes, mais tu dois continuer. Dès la maternelle, je vous le confirme, je pardonne la maîtresse de ma fille, mais quand même, personne n'est parfait. Mickey 3D, si elle nous entend, on l'embrasse évidemment. Mickey 3D, à tout de suite. Alors il paraît qu'un jour comme ça, on va mourir, comme ça on va partir. Et le monde va continuer à tourner. Les gens ne vont rien faire, ils vont juste rester chez eux. Alors il paraît qu'un jour comme ça, on va revivre, oublier le passé et ne plus y penser. Une autre histoire recommencer. Certains disent que l'on vit plusieurs milliers d'années, d'autres que l'on s'envole au milieu des nuées. J'ai la tête dans les nuages.
comme ça, on va mourir, comme ça on va partir, ne plus se réveiller, de notre corps se détacher. Et on sera tout nu, on aura un peu froid, on se sentira seul, un ange viendra nous réchauffer. Alors il paraît qu'un jour comme ça, on va dormir pendant des milliers d'années. Peut-être un instant pour se réveiller, personne ne nous verra, on sera tout perdu. Tout le monde sera là, et certains vont pleurer. C'est pas grave, pas si grave. J'ai la tête dans les nuages, j'ai le monde à mes pieds. Je n'ai que faire de mon âge, sauf au mois de juillet. J'ai le cœur sous les étoiles et ne sais faire que râler. Je pourrais bouger davantage, mais personne n'est parfait. Mais personne n'est parfait. Mais personne n'est parfait. Mais personne n'est parfait. J'ai la tête dans les nuages, j'ai les fourmis dans les pieds. J'ai la tête dans les nuages, j'ai les fourmis dans les pieds. J'ai la tête dans les nuages, j'ai personne n'est parfait. Personne n'est parfait, sauf le bon Dieu, il paraît. Et bien voilà, petite hommage ou pas à la perfection. En tout cas, une émission consacrée aujourd'hui, les amis, au perfectionnisme. Hein. Comment se libérer de ce syndrome quand c'est le cas. Diana Paola est avec nous, elle qui a écrit Le syndrome du bon élève chez Diathéno. Anne Baison est aussi avec nous en ligne, qui est autrice de cet ouvrage Le club des parents presque au bout du rouleau. Et enfin, Zélie William, coach en développement personnel. Alors, c'est amusant parce que, enfin, c'est amusant, j'en sais rien, mais c'est peut-être intéressant de l'évoquer. Je pense le faire plus tard dans l'émission, je vous l'avoue. Mais dans cette chanson, Personne n'est parfait, le rapport à la mort est peut-être aujourd'hui aussi à mentionner. Je m'adresse à vous, Diana Paola, parce que en tout cas, la quête de sens, alors, c'est pas du tout pour teaser l'émission, mais vous voyez, la perte de sens et de repères fait que nous préférons garder le contrôle sur tout ce qui est possible de garder le contrôle, quoi, finalement, Diana Paola. Je pensais aux marathoniens, en fait. Vous voyez, aujourd'hui, beaucoup d'hommes sont comme ça, mais il y a des femmes aussi qui sont obsédés. Les jeunes ne boivent plus d'alcool. Au contraire, ils préfèrent garder des routines complètement folles parfois, maintenir des routines dans la durée de sport le matin, le soir, voilà, il est impensable dans leur esprit de manquer une séance, etc. Vous voyez, enfin, les sports aoliques, les workaholiques, etc. C'est une forme de perfectionnisme, ça, Diana Paola, finalement, pour combler un vide d'une certaine façon, non ? En effet, Marianne, j'avais pas mis la mort dans l'idée, mais quand je regarde l'article 52, enfin l'outil 52, c'est la répression de ses émotions, ou en tout cas de ses joies que l'on peut vivre au travers d'addictions. Mais là encore, il y a les addictions, il y a le plaisir. Parce que la culture de la joie au quotidien, c'est quand même important. On est dans un monde où à la fois on a envie de vivre, de kiffer, on est dans le télétravail, et puis on prend du temps pour soi. Et en même temps... on se prive, comme vous dites, on mange plus sain et sain. Je ne parle pas de préserver la nature, je parle vraiment des points que vous avez évoqués. Et pourtant, si on regarde, la consommation de cigarettes ne cesse d'augmenter. Et pourtant, sur les paquets, les photos sont tellement extrêmes que ce n'est pas de l'anti-pub. Les gens n'y croient pas. Ouais. Donc, on sait s'annihiler ce qu'on veut en réalité. Et par rapport au syndrome du bon élève, j'ai envie de dire, souvent, il a cette réticence à demander de l'aide, alors qu'on devrait avoir la capacité à déléguer, à partager. Et on est dans un monde, en tout cas particulièrement, et on le voit dans le monde du travail, de la moindre négociation en équipe.
par rapport au management d'équipe, je le vois dans mes accompagnements, et Zélie nous dira peut-être, mais à ce besoin de faire personnel, de réussir souvent personnellement, Ouais, pour avoir la gratification personnelle aussi, ouais. avec ce besoin de reconnaissance, comme si on avait besoin d'avoir ce crédit pour être meilleur, pour nous être meilleurs. Et je pense que là, on touche la culpabilité et l'estime de soi. C'est un énorme Et sujet, pour là. moi, l'outil, c'est l'assertivité. Ouais. L'assertivité, et après je vous rends le micro téléphonique, c'est l'art d'exprimer clairement ce que l'on pense, que ce soit en réunion, avec son conjoint, avec ses enfants, sans jamais se justifier, et en utilisant le jeu. Et on rentre à ce moment-là dans une discussion. Sans On est attendre, moins dans les sans arrêt, reproches. effectivement, pas le consentement, qu'est-ce que je raconte, mais la validation, comme vous le disiez, de X, Y ou Z, quoi. C'est un peu ça, hein, toujours qui nous Et dans le monde poursuit. professionnel, on dit, mais attends, il pourrait nous augmenter, notre boss, il pourrait nous augmenter. Ok, mais est-ce que tu lui as rappelé tes succès clairement? Est-ce que tu lui as donné tes attentes clairement? Est-ce que tu as osé le faire? Qui fait ça en Non, mais France? quand même, il pourrait. Mm. Non, mais toi, est-ce que tu as fait ta part du job pour lui dire? Et il n'y a pas de mal, c'est pas sale Et alors, d'expliquer clairement. Zélie Willem, vous souhaitez... Alors d'abord, on va dire, parce que vous avez Ouais. un terme qui est intéressant que vous m'évoquiez hors antenne, puisque vous êtes là. C'est pas pour vous culpabiliser, mesdames. Bien que je m'amuse. C'est pas gentil de faire ça des perfectionnistes. C'est pas gentil. C'était gratuit. Voilà. Zélie, vous me parliez d'agilité. Vous disiez c'était très intéressant. J'avais pas fait le lien, le rapprochement entre, effectivement, vous dites que le perfectionnisme perd en agilité. Expliquez-vous. Bah oui, tout à fait. En fait, moi, je pense qu'il y a quelque chose de l'ordre de l'attachement et du détachement. Quand on est perfectionniste, on est très attaché, on est dans le contrôle. Et donc, quand on est attaché, on n'est pas détaché. Et donc, ça laisse pas la place à de la créativité, à l'audace. Moi, j'ai des clients qui partent en vacances et qui savent exactement le jeudi à 16h ce qu'ils vont faire parce que nous, on peut se dire qu'on n'est pas à l'abri d'une bonne surprise. Eux détestent l'improvisation, détestent les surprises. Ça va vraiment avec un contrôle. Et moi, je voulais juste rebondir par rapport à ce qu'on disait. Je suis d'accord avec l'assertivité, mais surtout, ça devrait aller aussi avec la vulnérabilité. On C'est-à-dire l'a que même pas encore dit, ça. Hein. on ne peut pas déléguer, c'est comme si ça ne comptait pas, c'est un signe de faiblesse finalement. Si l'autre est apporteur de solutions, ça veut dire qu'à ce moment-là, moi je suis nulle parce qu'on est vraiment dans l'identitaire. Donc soit je suis bon, soit je suis nul, il n'y a pas de juste milieu. Et d'accepter sa vulnérabilité, pour moi, c'est d'accepter aussi déjà la joie de partager, mais c'est aussi d'accepter que oui, je peux me remplir d'un autre Ouais. et que ça ne m'enlève rien en fait. Hein. Voilà. Et donc je trouve que ces gens-là n'acceptent pas du tout la vulnérabilité, qu'ils voient comme une faiblesse absolue. Donc ils sont jamais heureux finalement. Alors, justement, je dirais que c'est les personnes, les soi parfaits, ou ceux qui sont vraiment dans le perfectionnisme, je pense qu'ils ont vraiment du mal à être heureux parce que le perfectionnisme, c'est un leurre, ça n'existe pas. Et puis que, en effet, ça va amener de l'insatisfaction, de la frustration, du stress, et puis surtout un sentiment d'impuissance. Ouais. J'y arriverai jamais finalement. Les autres y arrivent et pas moi, donc l'injustice aussi. Bref. Ah oui, bref, parce qu'en plus, il y a une énorme comparaison aux autres. Hein. Donc ça, c'est aussi très fatigant. Voilà. Donc pour et ça, parler les algorithmes d'agilité, s'en repaissent. Ils sont ravis, nos algorithmes, d'avoir affaire à des perfectionnistes qui se comparent. C'est pas, mais vas-y, je vais t'envoyer je vais te faire Alors, il n'y a pas que scroller, les tu vas voir. perfectionnistes, hein. non, Diana, c'est vrai. Qui se Et Anne, comparent. Diana, allez-y, c'est qui parle là? C'est Diana ou c'est Anne? Je m'y perds. Ah, c'est Diana. Non, je rebondissais en disant il n'y a pas malheureusement que les perfectionnistes qui se comparent. C'est vrai qu'on est dans une quête de Oui, vous avez raison. se faire remarquer. C'est encore Mm. un autre syndrome. Ça, Tout à ça fait. sera Au prochain faire livre. remarquer et exister. Et exister au travers de l'image. Ouais, tout à fait. Mm. Bon, c'est Et pas on tout à fait compte la les même chose. likes. Anne Baison, effectivement, alors c'est vrai que quand on est déjà au bout du rouleau, quand on voit les autres qui ont l'air, encore une fois, comme je le mentionnais tout à l'heure, on est pris au piège, hein, c'est horrible, presque inconsciemment ou par défaut, malgré nous, quoi, hein, par ce qu'on voit, ce qu'on nous donne à voir en permanence, c'est quand on scrolle le moindre petit bout de téléphone, et c'était de smartphone, c'est terrible, parce qu'on ne peut pas passer à côté, qu'on ne peut pas s'empêcher forcément à un moment donné de se comparer.
et de se dire décidément je suis beaucoup plus nulle, je suis nulle et encore plus nulle que les autres quoi. J'y Ouais, j'y arrive totalement. pas. Ouais, mais je pense qu'effectivement, sans vouloir jeter la responsabilité sur tout ce qui est digital, hein, parce que Non voilà, mais il y a mais je des pense choses que bonnes quand aussi. même, voilà, Mm. il y a des choses, et je pense qu'il faut quand même le dire de plus en plus, parce que c'est vrai qu'au bout d'un moment, de faire peser la responsabilité sur les gens, ok, oui, oui, chacun, on peut faire des choses, et effectivement, il faut regarder d'où vient notre perfectionnisme, Ouais. l'estime de soi, etc. Mais je pense qu'il y a quand même un rôle, effectivement, de la société et les réseaux sociaux dont on parle, qui est quand même assez impressionnant. Et je vois, alors moi, bon, en tant que maman, effectivement, voilà, quand on va voir des comptes de maman parfaite, ça nous met un peu voilà, mal. Mais je pense à toutes ces jeunes femmes et ces jeunes filles là, qui souffrent de comparaisons toxiques. Alors oui, on peut leur dire de ne pas aller regarder, sauf qu'on sait que c'est difficile, Ouais. en fait, de ne pas vivre avec ça. Voilà, elles vont se couper. Et là, je pense qu'il y a vraiment une grande part de responsabilité et qu'il faut vraiment se questionner sur ça. Je ne sais pas ce qui est possible de faire, mais il faut faire attention à ça parce que je pense que vraiment, là, on est dans quelque chose d'hyper toxique et Mm. de dangereux pour les jeunes filles de maintenant. Alors Je parle cela... des jeunes filles, mais des Ouais. garçons aussi, parce que j'ai 2 garçons et qui commencent à me parler d'avoir des muscles comme Oh, certains influenceurs YouTube. Ah oui, oui, je vous assure. Et ça me fait peur. Et donc, je pense ouais. qu'on est en train aussi d'aller vers une pression pour les garçons qui est assez importante. Mais c'est pour ça que j'avais une intuition en me disant, est-ce qu'il n'y a pas l'histoire du sens derrière tout ça? Je pense qu'effectivement, remettre, vous voyez, le bateau dans la bonne direction, quoi, le bon cap, le bon orient, équilibré, beaucoup plus équilibré, vous voyez, pour ne pas se laisser happer par ces espèces de Bah, c'est drogues. totalement. En fait, c'est ça. Moi, je sais que j'essaye d'accompagner mes garçons bon, qui sont encore jeunes, 14 ans et 10 ans, mais qui commencent à aller forcément sur Internet, YouTube en particulier, hein, pas trop les autres réseaux sociaux, mais YouTube. Et donc, effectivement, qui ont toutes ces images-là. Et donc, j'essaie de les accompagner au maximum pour leur rappeler que c'est, en tout cas, un aspect de la réalité, mais c'est pas la réalité totale, que l'important, c'est eux, qu'est-ce qu'ils veulent, qu'est-ce qui les rend heureux, mais c'est un accompagnement et c'est difficile. Il faut quand même se rendre compte que c'est difficile en tant que parent d'accompagner. Donc, voilà, il y a quand même une part de responsabilité de la société en général, je trouve. Et oui, alors peut-être que j'avais une question pour vous, Diana, Paola. Vous voyez, parce qu'on dit aussi qu'aujourd'hui, vous m'y faites penser à Anne Baison à l'instant, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, quand on discute avec les uns les autres, beaucoup d'enfants aujourd'hui ont cette espèce d'attitude extrêmement soumis au règlement, ils obéissent beaucoup plus que nous qui transgressions beaucoup plus facilement les interdits, et aujourd'hui c'est des super soumis quoi. Enfin, en gros, je grossis un peu le trait, hein. Mais c'est peut-être la crise sanitaire a-t-elle encore plus malheureusement accentué cette espèce de peur de sortir des règles et de ne pas de sortir des limites quoi, des règles et voilà des choses qui sont permises. Oui, Zélie, vous souhaitez juste ajouter quelque chose? Oui, juste rebondir par rapport au confinement. Je pense que ça a vraiment exacerbé aussi ce perfectionnisme. C'était à celle qui allait faire le plus beau gâteau, le plus beau potager, et de montrer ça finalement. Et là, c'est vrai qu'on est dans une ère de visibilité avec une recherche, un culte de la perfection, ne serait-ce que physique, avec toutes ces femmes qui se font refaire à 15 ans quoi. Enfin, de plus en plus tôt, mais où vraiment on a l'impression qu'il n'y a pas de fin finalement, il n'y a pas de satisfaction là-dedans. Jamais. Et donc, du coup, il y a une perte de sens parce que c'est jamais assez bien, c'est jamais assez jeune, c'est jamais assez lisse. Et ça crée finalement tellement de malheur et de frustration. Parce qu'en plus, on se disait que, bon, voilà, elles étaient super heureuses et qu'elles en profitaient. J'ai l'impression que c'est un puits sans fond, en fait. Donc, ça crée quand même beaucoup de désillusions. Alors, j'aimerais bien qu'on parle des 11 mots courants du bon élève, quand même, parce que c'est un peu le cœur de votre... Enfin, c'est pas le cœur de votre livre, Diana, mais c'est intéressant. Il y en a, alors je les cite juste avant que nous nous séparions. Je les soumets à votre sagacité, auditeur chouchou. D'accord, le 1, c'est les 11 mots courants du bon élève. D'accord, merci, excusez-moi, s'il vous plaît, bien sûr, désolé. Alors là, bonjour, hein, le désolé. Oui, non, bonne idée, ok, compris. Voilà, je laisse les auditeurs avec ça. Voilà, ils vont se noter. Et suite, juste après, si vous le permettez, You Are the Best Thing par Ray La Montagne. À tout de suite.
Sans convaincre sur Radio Notre-Dame et RCF, en quête de sens, comment se libérer du perfectionnisme. Toute une vie, peut-être, ne suffira-t-elle pas, mais il y a quand même des outils, heureusement, à votre disposition et à notre disposition. 52 outils pour se libérer du perfectionnisme et du besoin de reconnaissance au quotidien chez Diathéno. Le syndrome du bon élève décrypté par Diana Paola. Merci d'être là. Anne Baison également, le club des parents presque au bout du rouleau. Et puis Zélie Willem, coach en développement personnel. Alors la peur de décevoir, la peur de ne pas être à la hauteur, la peur de l'échec. Zélie Willem, la peur de se tromper. C'est ça la vision d'un perfectionnisme. C'est ça le monde vu par un perfectionniste. Ah c'est oui, ça, oui, tout à fait. Il y a vraiment une vision binaire, c'est soit je suis dans le succès, soit je suis dans l'échec. Il n'y a pas d'entre-deux. Donc du coup, par exemple, c'est ce qu'on se disait hors antenne, moi j'ai un de mes clients qui m'expliquait la dernière fois qu'en réunion, il réfléchissait tellement à son intervention pour qu'elle soit parfaite. Donc il y avait un travail vraiment du mental en disant voilà, ça y est, je vais dire ça. Mais il avait tellement réfléchi finalement qu'ils étaient déjà passés à autre chose. Et donc il ne s'exprime quasiment jamais. Parce qu'en fait, il veut tellement intervenir de manière parfaite qu'en fait, c'est jamais le moment déjà. Il n'y a pas de spontanéité Ouais. en fait dans ses interventions, c'est jamais le bon moment. Et puis il me dit mais vous vous rendez compte si je dis quelque chose qui n'est pas intéressant, voilà donc ça, il y a plus de spontanéité forcément. C'est du contrôle. Ouais. Diana Paola, c'est drôle parce que moi je me disais mais au fond c'est presque, on dirait que l'ego est surdimensionné à ce moment-là, la peur de que ce soit pas parfait, la peur de que ce soit pas la meilleure intervention. Et en fait, Zéline disait mais non, c'est le contraire. Donc moi je suis perdue, Diana C'est Paola. l'inverse. Aidez-nous. C'est Aidez-moi. l'inverse en réalité. Ouais. D'ailleurs, c'est l'outil 40 du livre où on parle de cet équilibre entre l'humilité et la réussite qui est indispensable. On parlait Ouais. de la peur en comité de direction. Et souvent, comme disait Nelson Mandela, en réalité, il faut s'ancrer que soit on apprend, soit on gagne, et que même une erreur viendra forcément nourrir le débat. Ouais. Après, c'est comment on accueille le silence de l'autre, comment on ne prend pas personnellement la critique qui nous sera balancée ou interjetée par les autres. Ouais. Le sujet, il est là. Ouais. Ils s'interdisent de parler parce qu'en réalité, ils n'acceptent pas, ou en tout cas, ils prennent personnellement cette remontrance. Et en réalité, comment on fait différemment ? Des baby steps, des petits efforts. Et l'exemple est simple. Si on le ramène dans la vie de tous les jours, là je parlais du professionnel, mais si on le ramène dans la vie de tous les jours, changez de place votre brosse à dents, mais vraiment à l'opposé de la salle de bain. Elle est dans votre trousse de toilette, mettez-la sur le rebord de la baignoire, ou changez-la de place. Ouais. Vous allez voir pendant 3 jours, vous allez vous dire, mais c'est n'importe quoi ce que nous dit Diana Paola. Ça ne sert à rien. Sauf qu'au bout de 5 jours, vous allez être habitué. Et c'est un petit baby step, un petit effort, un petit changement. Donc, on ne devient pas orateur, on ne devient pas expert, on ne sort pas du perfectionnisme. Parce que si on revient au 19e, 20e siècle, c'est une qualité. Oui. D'être organisé. Quand on nous dit qu'on nous rend un dossier, quand on est à l'antenne, le 17 février à 11h, vous êtes contente de nous avoir toutes les fois à midi. Je confirme. J'ai pas la même tête ni la même voix quand je ne fais pas le cas. Quand même. Donc c'est agréable. L'idée, c'est comment on se détache de ce syndrome. Et pour ça, c'est des baby steps, des petits changements. En fait, on se teste pour commencer. Ouais. Alors, si vous voulez vous tester, vous savez comment on fait ? Non. Ah bah sur dianapaola.com, il y a un test. Est-ce que vous êtes syndrome du bon élève ? Là, vous me forcez à faire ma page de pub. Là, Marie-Ange, merci. Alors, voilà, ceci étant dit, je reviens sur les 11 mots là. Effectivement, en fait, on se justifie les 11 mots. Ça commence avec le bon élève, à Diana Paola. Et après, ça se termine en entreprise. Donc, effectivement, c'est la personne qui se justifie tout le temps, qui hésite, voilà, qui ne s'engage pas, qui dit c'est de ma faute, voilà, etc. Bon, bref. Anne Baison, effectivement, vous vous retrouvez aussi là-dedans, parce que comme vous êtes concernée, on s'excuse beaucoup quand on est perfectionniste. Oh, oui, j'ai souri quand vous avez lu les 11 mots. Comment vous dire que j'ai failli crier bingo tellement je les ai lus. Okay. Malheureusement. Bon. Ouais, malheureusement pour moi. Oui, on s'excuse. On en revient toujours à cette notion, je pense, qui est assez essentielle, c'est l'estime de soi. Et l'estime de soi, c'est la valeur qu'on se donne. Donc, forcément, quand on se donne pas une très forte valeur,
on s'excuse un petit peu tout le temps d'exister presque, hein. On en vient à ça. Donc on Ouais. est toujours dans le désolé. Ah, j'aurais pu. Parce qu'en plus, c'est le syndrome du bon élève d'un bon élève, c'est celui qui a 19 sur 20 et qui râle pour le point qui lui manque. Moi, en ça m'a fait. toujours énervé Donc, les élèves comme ça, et franchement. bah oui, et moi je sais que j'ai toujours énervé mes amis parce que j'étais jamais sûre de moi et je leur disais toujours ah non mais là j'ai loupé mon partiel et en fait j'avais toujours la meilleure note. Heureusement que Et j'étais ça pas a dans votre baffé. classe. Mm. Bah oui, mais je me rends bien compte. Et maintenant, il fait mes amis, et ils m'adorent et ils me disent mais heureusement qu'on le connaît parce que sinon, mais qu'est-ce qu'on avait envie de te baffer. Bah, c'est Mais ça. je les comprends, Mm. c'est atroce. Mais moi, je le pensais vraiment. Vraiment, je pensais C'est fou. que non, ça n'irait pas. Ou s'il me manquait quelque chose, ah oui, j'aurais pu faire mieux. Et ça se transpose après dans la vie de tous les jours en disant ah bah oui, là j'ai fait ça, mais j'aurais pu jouer encore un peu plus avec mes enfants. Ou allez, j'aurais pu faire, Là, c'est allez, plus moi, là. aujourd'hui j'aurais pu Mm. faire un gâteau. Mm. Vous voyez? Donc c'est des choses qu'on transpose après. Donc Ouais, tout à fait. c'est vrai que c'est cette pression énorme. Zélie, interprétation, vous souhaitiez vous brûler d'impatience. Non, ça me faisait penser à quelque chose aussi, mais je dirais que ça peut aussi venir des parents, en fait, hein, de cultiver cette performance. Il y a des enfants qui arrivent avec un très, très beau bulletin, hein, ils ont que des 17, 18, etc. Il y a un moment donné, il y a un 12, et là, c'est qu'est-ce que t'as foutu, quoi. Ouais. Vraiment. Voilà. Et d'insister que là-dessus. Et donc, là aussi, j'imagine que l'enfant, il voit pas tout ce qu'il a fait, il voit la matière, voilà. Et là, c'est catastrophique, hein. Et je dirais que, voilà, sans faire de procès à nos parents, hein, ils font comme ils peuvent aussi, imparfaits qu'ils le sont, mais il y a vraiment des gens, enfin, je vois autour de moi aussi, où il y a ce culte de la performance. Et puis, leurs enfants se résument à ce qu'ils vont ramener comme note, comme score. Et puis, c'est même pas de savoir s'il a passé un bon match, en fait, c'est qu'il a perdu, en fait. Donc, déjà, je le résume à son résultat. Ouais. Oh, c'est incroyable ce qui le se transmet. Le système Diana. éducatif, si je puis me permettre, non, c'est Anne. Anne, Le pardon. système éducatif, si je puis me permettre, il est basé sur ça quand même Ouais. en France, hein. C'est ce qu'on se quand disait même hors antenne avec Zélie. compétitif. On est bien d'accord. Ah oui, Mm. c'est hyper compétitif, hein, Mm. donc ça n'arrange pas. Ouais. Oh là Et puis là. on se rend compte aussi Anna. qu'il y a une démission. Il y a une démission des parents, pas qu'ils ne veulent pas, mais qu'ils ne peuvent pas. Et pourtant, je suis féministe, mais je me rends compte que ces hommes et ces femmes qui travaillent, Ouais. les plus de 50% de divorces, il y a un manque d'autorité, un manque de repères pour cette jeunesse et pour le travail. Et ça se rejoint dans le travail avec le télétravail. Donc, il y a un manque de règles. Et les institutions, si on élargit tout ça, a besoin de se rassurer en bridant. Et on voit certains managers que j'accompagne qui me disent « mais je suis obligée d'être dure ». Sauf qu'on transforme souvent la dureté à la tyrannie et on pousse en burn-out, brown-out ou bore-out ces équipes. Et puis, on se rend compte aussi qu'il y a un manque de ce que j'appelle la marque employeur, c'est-à-dire la fidélisation de beaucoup de salariés dans les entreprises. Il y a beaucoup de volatilité aujourd'hui. C'est le salaire, c'est le bien-être et c'est cette quête de sens où on doit, à mon sens, briser ces chaînes invisibles de l'éducation, de ce que l'on a vécu, des traumas que l'on a vus ou vécu, l'actualité aussi et rajoute avec du stress. C'est comment on brise, comment on se protège, et c'est un vrai défi personnel. En vrai, je pense que pour les perfectionnistes, ce serait bien de mettre un plan d'action pour aller mieux. Ils comprendraient comment faire ces baby steps en réalité. C'est ce que j'allais vous demander en fait. Dans cette dernière partie d'émission, comment, alors sans résumer votre livre en 3 minutes, mais en 5-10 minutes, Diana Paola, mais comment est-ce qu'on, voilà, vous l'avez dit, la brosse à dents c'est pas mal. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre effectivement pour apprendre à sortir un petit peu de ce syndrome? Combien de fois on dit merci par la même personne dans les mêmes 3 minutes? On arrête avec ça, hein. On dit merci une fois parce qu'on est poli, on est bon élève, oui, mais on n'a pas le syndrome. On s'entraîne à ça, c'est intéressant ça. Ouais, j'aime bien. Ça, c'est s'observer parler. D'accord. S'observer parler sur les injonctions, les il faut, tu dois, c'est important, à soi-même, mais aux autres aussi, les supprimer. Arrêter de se justifier. Alors certains vont dire, c'est facile à dire. Il y a des outils pour arrêter de se justifier. On peut expliquer pourquoi son fils doit se brosser les dents ou pourquoi on doit être connecté à midi sur l'antenne. Mais on le sait et c'est comme ça. Et puis, oser ce déséquilibre, oser faire des choses au risque de déplaire, de ne pas créer et vouloir créer l'unanimité. Et puis enfin, je dirais, c'est vraiment, vraiment
je dois conclure, c'est cette fierté saine de ses réalisations. Souvent, on se néglige soi-même. Non, mais c'est normal si j'ai eu 19 sur 20, je pense avoir raté, mais j'ai réussi. Non, mais c'est normal si le gâteau est réussi et que j'ai reçu Ça 50 personnes 35 aujourd'hui fois et que je le demain. fais. Rien n'est normal en réalité. Et quand on fait ça, on dépense de l'énergie et on se néglige. Ouais. Et c'est important d'en prendre conscience. Et pour ça, avant de se coucher, vous avez interviewé Perla Servan-Schreiber, Oui, mais sa nièce Florence Servan-Schreiber Oui, a écrit un livre sur les 3 kiffs. absolument. Par jour. Et la fierté de sa réalisation dans l'article 49, dans l'outil 49 de mon livre, c'est inspiré de Florence Servan-Schreiber qui dit les 3 kiffs. Vraiment, de parler de ces 3 kiffs avant de se coucher, avant de mettre ses 2 pieds dans son lit, puisque vous aimiez les petits codes. Ouais. Mais ça peut être à l'antenne avec Marie-Ange, ça peut être manger un carambar parce que ça m'a fait kiffer. Et on ne parle pas, mais j'étais au régime, mais parce qu'on s'auto-sabote. C'est 3 kiffs, 3 plaisirs, cette notion de plaisir qui doit exister. Parce qu'on gagnera du temps, on gagnera en énergie, on gagnera en respiration. Vous allez voir que les bons élèves respirent mal. Ah ouais, intéressant ça, effectivement. Et en fait, ils sont Ouais, pas ils dans la parlent vie, pas, quoi. Ils ils sont pas dans le intériorisent. présent. Moi, j'entends vraiment dans ces personnes que vous décrivez, j'en suis certainement aussi un peu une, hein. Mais dans ces cas-là, mais pas, non, je pense pas que je pense pas que je le sois autant que d'autres personnes. Mais effectivement, le fait de pas être dans le présent, on vit pas l'instant, quoi. Ça nous empêche de savourer, et même le rapport au plaisir. Je m'adressais, alors soit à vous, Anne, soit à vous, Zélie. Alors peut-être d'abord Zélie qui est ici. Le rapport au plaisir, il doit pas être très bon chez les perfectionnistes. Il y a très peu de plaisir. Le plaisir va avec la spontanéité, va avec la jouissance, avec la joie. On l'a vu tout à l'heure, de toute façon. Moi, je suis tout à fait d'accord aussi avec les 3 kiffs par jour, hein. Je l'avais mis. Surtout se rajouter aussi, on va rester dans la règle des 3, se rajouter les 2-3 points là, sur la note que je vais mettre, mais surtout développer l'autocompassion. En fait, on a vu être à la dure avec soi. Donc, du coup, c'est passé à la douce, hein, finalement. Comment je suis doux avec moi parce que j'ai un petit juge sur mon épaule qui, toute la journée, me rappelle tout ce que je n'ai pas fait, finalement. Donc, devenir peut-être son propre avocat pour aller... Qu'est-ce que j'ai fait, quoi? Aujourd'hui, j'ai fait ça. Qu'est-ce C'est que chouette. j'ai fait de Bravo. bien Bravo. et voilà, et d'aller célébrer, pas dans le petit détail, mais dans l'art de l'action imparfaite. Ça, c'est la deuxième étape, hein, je pense. Oui. Une fois qu'on Développer l'art de l'action on imparfaite. commence avec la brosse à dents, les amis. Après, on verra. Hein. Anne Baison, dernière, effectivement, même question, même réponse ou pas? Oui, et puis moi je rajouterais par rapport à un petit quelque chose qui m'aide à lutter contre mon perfectionnisme, c'est l'image que j'envoie à mes enfants. Ouais. Je sais que c'est quelque chose qui va parler à beaucoup de parents et surtout aux mamans parce qu'on pense à ses enfants et voilà, et à les aider. Et finalement, ça les aide plus de leur montrer une image de nous imparfaite qu'une image parfaite et de leur mettre une pression dont ils n'ont pas besoin parce que la société est déjà pas très tendre, donc autant les aider. Sans dire qu'on est nul tout le temps non plus, hein. Ça c'est pas terrible. Ah bah non. Moi je faisais ça, j'ai arrêté maintenant. Ça donne des autorisations. Regarde comme maman est nulle. Bah super, merci. J'ai de la marge pour aller jusque là, croyez-moi. Mais voilà, de leur montrer un petit peu des imperfections, voilà, je me dis que ça peut les aider. Très libérateur ce que vous dites, mesdames, en cette fin d'émission. Merci beaucoup Diana Paola, merci avec votre syndrome du bon élève chez Diathéno, merci Anne Baison, le club des parents presque au bout du rouleau, et enfin Zélie Willem, merci infiniment pour tous vos conseils. Merci mesdames et bonne soirée. Merci.